Que vous ayez 60 ans ou 15 ans, s'il y a une saga qui a uni les générations et marqué les esprits, c'est bien celle de James Bond. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir grandi en regardant les plus vieux opus avec Sean Connery et Roger Moore, et ça me tenait donc à cœur de raconter les origines et l'histoire de cette série iconique. Avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de commenter. La chaîne est toujours en plein développement et c'est ce genre de petits gestes qui vont énormément l'aider à continuer. Je vous en remercierai énormément. Bond. James Bond. Notre histoire commence en 1952 lorsque Ian Fleming, ancien soldat de l'armée navale britannique, décide d'écrire un roman sur un espion anglais. Inspiré non seulement de lui-même et de son goût pour les femmes, mais aussi de son frère Peter, de qui nous parlerons un peu plus tard dans la vidéo, et de tous les espions qu'il a pu croiser au cours de sa carrière militaire. J'en arrive donc à la première anecdote en or de cette vidéo. L'endroit dans lequel Ian Fleming écrivait tous ses romans était sa villa en Jamaïque qui portait comme nom GoldenEye. Et en faisant quelques recherches, j'ai appris que l'intention d'écrire des romans d'espionnage était venu à Fleming parce qu'il préparait à ce moment-là son premier mariage et était évidemment mort de peur. La seule chose qui pouvait tenir son esprit tranquille à ce moment-là, c'était d'écrire ses romans. Comme quoi, même le créateur de James Bond a des crises d'angoisse sur des histoires d'amour. Le premier livre de la série se nommera Casino Royale, et tout comme dans le film, on y suivra les débuts de James Bond, son assignation en code 007, et une partie de poker qui serait apparemment inspirée d'une histoire vraie. Alors c'est pas exactement la même situation, puisque dans l'histoire, c'est une partie de poker contre le chiffre, un membre de l'organisation criminelle nommé Spectre, et dans la vraie vie, les services secrets britanniques auraient joué une partie de poker avec les nazis afin de soutirer des informations. Ian Fleming va tenter de publier son roman, qui n'est pas fortement apprécié au début, et c'est seulement grâce à son frère Peter, dont on a parlé plus tôt, et qui est lui-même écrivain, que les éditeurs vont accepter de le publier. Alors il faut savoir que Fleming a une vision bien précise de ce à quoi James Bond ressemble, et cette vision, c'est le musicien et acteur Hoagy Carmichael. Donc vraiment le skin de base de l'anglais quoi. L'anglais standard. Pour le nom de James Bond, il voulait quelque chose de tout aussi standard, comme il l'expliquera lui-même. Et ce nom, il le prendra à l'auteur d'un livre sur les oiseaux. Oui, les fans d'oiseaux. Mais je vais le laisser expliquer lui-même. I wanted to find a name which wouldn't have any of this romantic overtones like Peregrine Carruthers or whatever it might be. I wanted a really flat, quiet name. And one of my Bibles out here is James Bond's Birds of the West Indies, which is a very famous ornithological book indeed. Le reste des traits de James Bond, ses différents goûts, etc. sont tout simplement ceux de Fleming. Et la plupart des noms qu'il utilisera seront ceux de gens qu'il aura lui-même connus au cours de sa vie. Le roman marche bien, même très bien, puisque un an plus tard, on voit apparaître la toute première adaptation à la télé de James Bond, mais il faudra attendre 1962 pour que Harry Saltzman et Albert R. Broccoli créent ensemble la boîte de production Eon Films et adaptent au grand écran Dr. No avec le grand Sean Connery dans le rôle de l'agent britannique. Albert R. Broccoli, c'est un nom que vous devez retenir puisque la famille Broccoli jouera un rôle clé dans la production des James Bond. Dans le futur, quand Albert sera trop vieux pour continuer, c'est sa fille Barbara Broccoli qui prendra la relève et assure encore aujourd'hui la production des films de 007. D'ailleurs, en parlant de production, il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez extrêmement bien qui a aidé à produire les films, d'une certaine manière. Cette personne, c'est JFK, alias John Fitzgerald Kennedy, l'ancien président des États-Unis qui sera assassiné. En effet, en 1961, il annoncera au magazine Life que un de ses romans préférés ces derniers temps, c'est Bon baiser de Russie. Déclaration qui fera énormément de pub à la saga et aidera donc les producteurs à trouver des fonds pour la première adaptation au cinéma en 1962. Et malheureusement, 1962 marque aussi l'année où Ian Fleming décédera. 9 ans après la publication de Casino Royale, et il laissera derrière lui 12 romans. Les deux prochains romans, L'espion qui m'aimait et Moonraker, seront écrits par Christopher Wood en 1965, et il faudra attendre 1980 pour que le scénariste John Gardner reprenne le flambeau avec Permis de tuer. Il en écrira 16 au total, dont 2 qui seront adaptés par les productions Eon, Permis de tuer et le très célèbre GoldenEye. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Dr. No sort au cinéma et devient un grand succès. Sean Connery est adulé par le public, lui qui n'était pourtant pas le premier choix de l'écrivain. Fleming prétendait que Sean Connery et son accent écossais n'incarnaient pas assez le côté élégant de Bond. D'ailleurs, petite anecdote sur le film, tous les fans connaissent évidemment l'arme de prédilection de Bond, le Walther PPK. Et bien figurez-vous qu'à la base, dans le roman, c'est un Beretta pistol que l'espion porte. Un jour, un expert en armement enverra une lettre à Fleming en lui disant que c'était une arme de fille, et Fleming la remplacera par le pistolet iconique qu'on connaît tous. Il y a d'ailleurs une référence à cet échange dans le film lorsqu'on retire le Beretta à Bond pour lui donner le Walther PPK. Yes, I thought so. This damn Beretta again. I've told you about this before.
tell him. For the last time. It's nice and light. In a lady's handbag. No stopping power. Any comment, 007? I disagree, sir. Après Dr No, Sean Connery va interpréter le rôle de Bond encore 4 fois dans Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre et On ne vit que 2 fois. Film qui sera écrit par nul autre que Roald Dahl, l'écrivain de Charlie à chocolaterie et de Mathilda. Voilà, et je trouve ce crossover totalement fou. Sean Connery en a marre du rôle, ce qui va d'ailleurs créer un scandale chez les fans qui vont harceler Sean Connery pour continuer le rôle. Mais c'est l'acteur George Lazenby, sorti de nulle part, qui va reprendre le rôle pour le film Au service secret de Sa Majesté. Je dis sorti de nulle part parce qu'à l'époque il n'était pas vraiment connu. C'était un mannequin australien qui avait décidé qu'il avait envie de jouer le rôle. Alors il se fait faire un costume identique à celui de Bond, il s'achète une montre et des accessoires, il se faufile dans les bureaux de Saltzman et Broccoli à Londres, il les regarde droit dans les yeux et leur dit « Alors comme ça, vous cherchez un nouveau James Bond ?» Alors, je sais ce que vous vous dites. Oui, c'est une histoire vraie, et oui, ça a marché. Faut vraiment avoir un charisme illimité pour faire ça. Moi, je fais ça, c'est un nom illico. Après des tests, il obtient le rôle, mais grosse douche froide. Il ne va le garder que pour un seul film, puisque le public ne va pas du tout l'aimer. Ça calme vachement là tout de suite, hein. Je pense surtout que ça a pas dû être simple d'être le second James Bond juste après Sean Connery, puisqu'à cette époque, les fans n'étaient pas vraiment habitués à voir James Bond joué par différents acteurs. Les fans réclament Sean Connery, et les studios doivent tourner un film. Ils offrent 1,25 million de dollars et 12% des recettes du film à Sean Connery, ce qui va briser le record mondial à l'époque de l'acteur le mieux payé. On a donc le droit de voir une dernière fois Sean Connery dans le film Les Diamants sont éternels. Alors, le dernier... pas vraiment. Si vous aviez envie de voir un autre James Bond avec Sean Connery, il y a un petit frère mal aimé qui existe. En 1963, après des procédures juridiques, Irving Kershner parvient à obtenir les droits de Opération Tonnerre. Il va donc créer un remake avec le même acteur qui s'appellera Jamais plus jamais. Le film sort en 1983, en même temps que le film Octopussy avec Roger Moore, l'héritier du rôle de 007. Petite anecdote sur Irving Kershner d'ailleurs, c'est lui le réalisateur de Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. Voilà, c'est le second crossover de cette vidéo et c'est malheureusement le dernier. Mais évidemment, dites-moi en commentaire si vous en avez un autre. Ouais, je sais, je deviens un bon youtubeur, ouais. Retour sur la saga, Sean Connery, c'est fini et ça mérite une anecdote finale. Dans les scènes d'intro où James Bond tire vers nous au début, pour les 3 premiers films, ce ne sera pas Sean Connery que vous verrez, mais sa doublure. On passe maintenant à un James Bond plus clair de cheveux et avec beaucoup plus d'humour, celui de Roger Moore. Vous avez kiffé la rime? Humour, Roger Moore... Bref, alors lui il a eu le rôle d'une manière peu commune, il avait une passion à l'époque, c'était les jeux d'argent et il va souvent se retrouver à jouer avec Saltzman et Broccoli, qui seront extrêmement intéressés par son profil puisqu'à l'époque il jouait dans une série télé nommée The Saint, dans lequel il jouait lui-même un espion. Il commence sa carrière avec Vivre et Laisser mourir et en fera 6 autres après celui-là, mon préféré étant Moonraker. Moonraker qui contient d'ailleurs un des méchants de la saga les plus aimés, le personnage de Richard Kiel, requin ou Jaws en anglais. Il apparaît dans L'espion qui m'aimait et après le film, les studios recevront tellement de lettres de fans du personnage qu'ils le feront revenir dans Moonraker. Roger Moore sera le deuxième acteur qui incarnera notre agent british pendant le plus longtemps, puisqu'il le gardera 12 ans de sa vie. Et en première place, ce sera Daniel Craig, qui viendra le dépasser plus tard en jouant le rôle pendant 15 ans. Et c'est assez simple à remarquer à vrai dire. Dans son dernier film Dangereusement Vôtre, on retrouve un James Bond assez vieux et il a besoin de changer. On enchaîne donc avec un acteur plus jeune, j'ai nommé Timothy Dalton. Seulement voilà, celui-ci n'apparaîtra que dans 2 films. Tuer n'est pas joué et le second, Permis de tuer. L'acteur n'est pas mauvais en soi, mais a toujours manqué un petit peu de flegme à mes yeux. Normalement, James Bond fait exploser des bâtiments et des voitures et ne se retourne même pas. Là où Timothy Dalton nous laisse parfois l'impression qu'il n'est pas vraiment en contrôle de la situation. Mais bon, ça c'est que mon avis personnel. À partir de 1989, qui est la sortie de Permis de tuer, on ne voit plus de James Bond au cinéma. Là où avant il y en avait un tous les 2 ans, voire tous les ans, la franchise fait une pause. Faut savoir qu'à l'époque, les films de 007 commençaient à s'essouffler. Le rythme était lent, les cascades n'étaient pas vraiment impressionnantes et les scénarios étaient pas hyper consistants. Aussi dans les années 90, il y a des films beaucoup plus intéressants qui commencent à sortir. La licence a besoin d'un renouveau, un scénario plus concret, des gadgets cool, des fusillades stylées et un acteur charismatique et c'est exactement ce que GoldenEye va nous apporter. You can still depend on one man. I want you to find GoldenEye. 3, Find who took it 2, and stop it. 1. The name's Bond. James Bond.
Petite anecdote sur ce film iconique qui marque le nouvel ère de James Bond, c'est Timothy Dalton à la base qui était censé reprendre le rôle et en faire son 3e film. Mais suite au rachat de MGM par Pathé et à la fin du contrat de Timothy Dalton, c'est bien Pierce Brosnan qui reprendra le flambeau. C'est un acteur auquel je tiens beaucoup puisque c'est celui avec lequel j'ai grandi. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Le film fout une claque à tous les fans déçus des derniers opus, on sortira un jeu sur la Nintendo 64 qui lui aussi deviendra légendaire, bref, tous les yeux sont à nouveau rivés sur la saga. Les 4 films que Pierce Brosnan sortira ne décevront pas, on y retrouve des gadgets iconiques et des voitures toutes plus belles les unes que les autres. Malgré ça, les gens reprochent quand même au réalisateur de perdre un peu de réalisme et de pencher un peu trop vers la science-fiction. Alors c'est difficile pour moi d'être objectif puisque ce sont des films de mon enfance, mais il faut bien admettre qu'on arrive dans les années 2000 et le cinéma à ce moment-là progresse à la vitesse de la lumière, rendant donc parfois certains effets spéciaux assez has-been. En 2002 sort son dernier film Meurt un autre jour et après une courte pause de 4 ans, le public voit apparaître son tout nouveau James Bond. But to become a 00, it takes 2. How did he die? Your contact? Not well. You needn't worry. The second is... Yes. Considerably. Dans Casino Royale, Daniel Craig incarne un James Bond plus jeune, plus sauvage, mais aussi plus instable. Il est plus sensible, affecté par la mort des femmes qu'il aime, il se blesse beaucoup plus, dans le film, tout comme dans la vraie vie d'ailleurs, ce qui est logique en soi puisque Casino Royale c'est sa toute première mission, lui qui vient de recevoir le code de 007. Le film va totalement bousculer les codes de la saga. Les cascades sont phénoménales, James Bond se fait torturer et ne s'en sort pas par magie, il finit même en fauteuil roulant, il subit le deuil de la James Bond Girl du film, et ça tout au long de la saga. Je me rappelle que lorsque le film était sorti, très peu de gens étaient satisfaits de Daniel Craig. Certains disaient que son physique n'était pas du tout celui de James Bond, mais on le sait aujourd'hui, il a su leur prouver l'inverse. Et quelle évolution dans le personnage! On est parti d'un James Bond qui est totalement misogyne, on va pas se mentir, à un James Bond beaucoup plus sensible, mais sans pour autant être moins cool. On peut juste beaucoup plus s'identifier au personnage. En parlant de Casino Royale, ce n'est pas le seul à avoir existé. Je vous ai cité celui de la télévision de 1954, mais en 1967, on a eu le droit à une parodie de James Bond dans cette version de Casino Royale avec David Niven, qui était d'ailleurs le choix préféré de Ian Fleming pour incarner l'agent secret. Retour au film de Daniel Craig qui feront un par un des énormes succès au box-office, notamment Skyfall qui nous offrira en plus une des meilleures musiques de James Bond. Et les musiques, c'est un élément incontournable de la saga, et ça depuis le début. On reconnaît tous le thème original créé par Monty Norman et John Barry, mais chaque film va se différencier de par les musiques utilisées dans les séquences d'introduction. Musiques qui vont même parfois aller jusqu'à recevoir un Grammy, comme c'est le cas pour Goldfinger, et un Academy Award de la meilleure musique, comme ça a été le cas de Skyfall, Spectre, le dernier film No Time to Die, et bien d'autres encore dans le passé. Alors, je vous mets pas les extraits pour des raisons évidentes de copyright, mais je vous invite bien entendu à aller les écouter. Un autre élément incontournable de 007, c'est les Bond Girls, les actrices de chaque film qui accompagnent Bond. Servant plutôt de trophée à James Bond pour les premiers opus, au plus on avance dans la saga, au plus les Bond Girls serviront d'alliés à James Bond et deviendront des vrais rôles d'action plutôt que de simples mannequins. D'ailleurs, en parlant de James Bond Girl, dans Rien que pour vos yeux, Roger Moore jouera à l'époque aux côtés de l'actrice Cassandra Harris, qui était ni plus ni moins que la copine de Pierce Brosnan à l'époque. Il allait d'ailleurs souvent lui rendre visite sur le plateau. Aujourd'hui, James Bond a une influence monumentale sur le cinéma et on continue de la ressentir avec les films qui sortent. On ne peut plus parler d'agent secret sans parler de lui. Le casting du prochain acteur fait un énorme débat et j'ai évidemment un avis sur la question. Les acteurs qu'on m'a cités pour le rôle, bien que tous charismatiques et excellents, ont presque tous une carrière déjà bien à eux et un personnage iconique qu'on peut leur lier. J'aimerais peut-être voir un acteur sorti de nulle part qui viendrait nous surprendre. Un nouveau visage qu'on viendrait propulser vers l'avant de la scène comme ça aurait été le cas pour Daniel Craig par exemple. Alors comprenez-moi bien, je sais que Daniel Craig a eu des rôles très importants avant celui-là, comme Les Sentiers de la Perdition ou encore Layer Cake, mais son statut de star mondiale a bien sûr été fait par ce rôle. Et regardez où il en est aujourd'hui. En tout cas, peu importe le profil de la personne qui le jouera au final, puisque James Bond c'est avant tout des entrées charismatiques, des musiques mythiques, des scènes d'action incroyablement cool et une source de rêve pour un nombre incalculable de générations, qui a su évoluer avec son temps. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous vous en doutez bien, ce genre de vidéo me prend un travail fou à faire. Et si ça vous a plu, le meilleur moyen de récompenser ce travail, ce serait de liker et de commenter. Ce sont des petits gestes gratuits pour vous, mais moi ça me touche énormément. D'ailleurs, ces derniers temps, vous êtes de plus en plus à découvrir ma chaîne et vous m'avez apporté un soutien fou sur la vidéo de Miyazaki. Je vous en remercie énormément et je vous dis à bientôt.